Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources? Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute, maman de 6 enfants et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 2e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées en entretien et les points de repère que j'offre en réponse afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors dans ce 2e épisode, vous allez nous parler des fantasmes, ces images porteuses d'un fort désir fréquent dans le domaine de la sexualité et qui interrogent beaucoup. Que veulent-ils dire ? Que faut-il en faire ? Sont-ils normaux ? Nous avons besoin de votre éclairage. Oui, une femme m'a confié en entretien. J'imagine qu'un homme nous regarde quand nous faisons l'amour. Ces images s'imposent malgré moi. Cela m'excite et me culpabilise, car en réalité, ce n'est pas ce que je souhaite. Comment le comprendre ? Cette question, qui soulève celle de notre imaginaire fantasmatique, m'a été posée par une femme mariée et heureuse de l'être. Les fantasmes font partie de la sexualité, mais quand ils sont interrogés, c'est le plus souvent avec inquiétude. Quelles sont leurs significations ? Alors auparavant, est-ce que vous pouvez nous redire qu'est-ce que le fantasme ? Le fantasme, et dans ce podcast, je ne parlerai que des fantasmes érotiques, parce qu'en réalité, il existe également des fantasmes non érotiques. Donc, le fantasme est une représentation imaginaire de nos désirs conscients ou inconscients qui provoquent chez la personne une émotion ou une excitation sexuelle. Les fantasmes érotiques sont plus ou moins scénarisés. Ils peuvent interpeller par leur côté bizarre, décalé, amoral ou encore violent. Et si la plupart du temps ils favorisent l'excitation, ils peuvent également la perturber ou encore inhiber le désir, notamment quand le fantasme provoque trop de culpabilité ou quand la personne se sent envahie par son caractère pulsionnel ou violent. Alors comment ils se forment ces fantasmes ? D'où viennent-ils ? Alors, nos fantasmes, la plupart du temps, découlent de certaines expériences que nous avons pu vivre et qui nous ont marqués d'un point de vue sensoriel, intellectuel ou encore émotionnel, parce qu'elles ont provoqué en nous une tension sexuelle. Je pense par exemple à un tableau, à une lecture ou encore à une personne que nous aurions rencontrée et qui nous aurait marqué de façon spécifique. Ce qui signifie que nos fantasmes sont en lien avec notre histoire et dépendent plus largement de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Cela veut dire qu'ils plongent leurs racines dans notre enfance ? Pas toujours. On distingue 2 sortes de fantasmes, les fantasmes primaires et les fantasmes secondaires. Alors, les fantasmes primaires correspondent aux fantasmes qui ont toujours été en nous. Eux nous viennent effectivement de notre enfance ou de notre adolescence. Ils sont en lien avec un événement fort au niveau émotionnel ayant produit une excitation sexuelle. Cet événement va constituer une empreinte dans notre cerveau, si bien que l'on pourra revenir à ce souvenir de façon régulière. Je pense par exemple à un client qui était amoureux de sa petite voisine quand il avait 12 ans. Il la guettait dans son jardin et un jour il a sauté la barrière pour s'approcher du linge qui séchait. Il a découvert un soutien-gorge, le soutien-gorge de la mère de la voisine. Intrigué, il s'est mis à le toucher. Cette expérience a été gravée dans sa mémoire comme quelque chose de fort et d'excitant. Le soutien-gorge représentait un univers interdit et fascinant, celui de la femme. Aujourd'hui, cet homme continue de fantasmer sur les poitrines féminines. Mais de façon plus générale, la poitrine, en l'occurrence la poitrine généreuse, est facilement fantasmée car sur le plan symbolique, elle renvoie à la mère nourricière et rassurante. Dans ce fantasme, on peut entendre le désir de fusion, de retourner dans ce sein. D'accord, c'est très intéressant. Donc ça, ce sont les fantasmes primaires. Et les fantasmes secondaires, alors quels sont-ils ? Alors les fantasmes secondaires sont plus proches de notre quotidien. Je reprends l'exemple de l'une de mes clientes qui, en rentrant du travail, avait fait tomber une pochette sur le trottoir. Un jeune homme qui passait en vélo s'est arrêté pour la ramasser. Leurs regards se sont croisés sans intention aucune, mais cela lui a donné des frissons. Le soir, quand elle s'est retrouvée dans les bras de son mari, l'image de cet homme a ressurgi et cela a nourri son désir. Ce qui permet de penser qu'on ne choisit pas nos fantasmes, ils viennent à nous en fonction
de ce que nous vivons. Donc nous les subissons ? Alors en fait, pas tout à fait. Certes, ce que nous vivons est un terreau propice à cet imaginaire, mais en réalité, nous maîtrisons le scénario fantasmatique. C'est-à-dire, pour reprendre les mots de Robert Stoller, que nous sommes tout à la fois auteurs, metteurs en scène et acteurs dans cet imaginaire. Nous pouvons ainsi, si nous le voulons, nuancer, réécrire ce que nous imaginons. Par exemple, donc si un fantasme nous dérange, on peut agir dessus pour le transformer ? Alors certains fantasmes font vraiment effraction dans notre imaginaire et sont source d'incompréhension, parfois d'angoisse. La bizarrerie du fantasme vient souvent bousculer les personnes que je reçois dans leur système de valeurs, ce qui provoque de la culpabilité. Je pense par exemple à une femme qui rêvait qu'un homme autre que son mari l'initiait à la sexualité. Or, dans son couple, tout allait bien. Il n'était pas question de prendre un amant. Pourquoi ces images s'imposaient-elles à elle ? Pourquoi, inversement, allait-elle parfois les solliciter ? Une autre cliente me parlait d'un fantasme de soumission, alors qu'en réalité, elle n'était pas le genre de femme à se laisser marcher sur les pieds dans la vie quotidienne. Quand un fantasme nous envahit, nous avons toujours la possibilité de l'interroger pour le comprendre, pour essayer de le modifier ou pour le mettre à distance. Fantasmer est un phénomène tout à fait normal, puisque l'imaginaire vient dire quelque chose de notre vie psychique et de tout ce qui l'anime. Nos questionnements, nos désirs, nos valeurs, nos émotions, notre ombre, notre agressivité, nos élans, notre fatigue. Le fantasme d'infidélité, par exemple, est assez fréquent puisqu'il interroge l'une des valeurs fondamentales du mariage et de l'engagement. En interrogeant ce fantasme, je peux essayer de comprendre son message. Si je fantasme sur une autre femme que la mienne, par exemple, cela signifie peut-être que j'ai des rancœurs vis-à-vis d'elle, ou que j'interroge à nouveau le sens de mon mariage ou ma façon d'être un homme, etc. Oui, donc ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'interroger chaque fantasme, chaque situation. Oui, les fantasmes nous transmettent des messages intimes sur ce que nous sommes, ce qui nous manque, ce qui nous anime, ce qui nous pèse aussi, ce qui nous fait peur, sur nos désirs. Nous pouvons les interroger et dialoguer avec eux. C'est une excellente façon de mieux se connaître. Car au-delà, nous pouvons nous interroger sur certaines images ou scénarios qui s'invitent ou que nous invitons en nous et que nous dissimulons aux autres et peut-être à nous-mêmes. Certains fantasmes méritent vraiment d'être regardés en face au risque d'en devenir esclaves et par conséquent d'être prisonniers d'eux. Ah oui, c'est fort. Est-ce que les fantasmes sont uniques, propres à chacun, ou bien on peut retrouver des fantasmes qui sont communs à tous ? Alors, il existe autant de fantasmes que de personnes, mais c'est vrai que l'on peut voir émerger différentes thématiques. On distingue dans un premier temps le fantasme romantique. Il s'agit d'un fantasme qui crée de l'intimité, de la douceur. La femme est courtisée, l'homme courtise, protège ou sauve. Bon, c'est le fantasme le plus courant. Il n'y a pas toujours de sexualité ou seulement une caresse, un baiser. Vient ensuite le fantasme du pouvoir sexuel. Je suis irrésistible. Tout le monde souhaite me courtiser ou me faire l'amour, ce qui peut amener parfois beaucoup de monde. C'est un fantasme assez narcissique, tout le monde s'occupe de moi. C'est peut-être aussi une personne célèbre qui s'intéresse à moi. Alors j'imagine qu'en entretien, on vous partage aussi le fantasme de soumission qui interroge beaucoup. Oui, et il est moins facile à comprendre car il peut amener de la violence ou une forme de violence. Je pense par exemple au fantasme de viol. Dans ce fantasme, je suis tellement désirable que l'homme ne peut pas se retenir. Il est soumis au désir que je provoque en lui. Rien à voir avec la réalité du viol. Dans le fantasme, le scénario est souvent très érotisé. D'une certaine façon, ce fantasme dédouane la femme de son propre désir puisqu'elle le projette sur l'autre et se positionne par conséquence elle-même comme l'objet du désir de façon passive. Parfois, ce peut être aussi une façon d'évacuer une peur, de la maîtriser. La femme est donc active car elle gère le scénario. Et je pense enfin au fantasme de génitalité. Je fantasme un sexe qui me pénètre ou que je visite, ce sexe ayant cette particularité d'être fascinant pour tout ce qu'il représente de sacré ou de pulsionnel, de fort et de mystérieux. C'est aussi une façon de l'apprivoiser. Donc si je comprends bien, le fantasme a un rôle, il a un rôle bien précis.
Oui, le fantasme a pour fonction de soutenir le désir et le plaisir érotique. Il nous permet également de nous accommoder à la réalité, parfois lourde, ou de l'apprivoiser, de la relire. J'évoquais tout à l'heure cette femme qui me disait rêver qu'un autre homme que son mari l'initiait à la sexualité. Dans la réalité, cette femme refusait pourtant toute initiative de son conjoint. Elle avait peur de paraître vulgaire ou de ne pas être respectée. C'est ce que nous avons pu travailler. Comment répondre avec confiance aux sollicitations de son mari et éventuellement comment accepter de prendre elle-même des initiatives. Ouais, c'est pas toujours facile d'être soi, de s'assumer dans la sexualité. Alors justement, est-ce qu'on doit parler de ces fantasmes en couple ? Si je veux parler de mes fantasmes à l'autre, je dois également évaluer sa capacité à les recevoir, sachant que le fantasme est à la fois intime et bizarre, qu'il peut amener du romantisme, mais aussi du pulsionnel. J'aurais plutôt tendance à inviter les couples à être prudents dans ce partage. D'ailleurs, une femme me disait qu'elle n'avait pas envie de tout savoir sur ce que pouvait imaginer son mari. Dans la sphère intime du couple, s'il est commun de parler de son passé, de sa famille, de ses expériences, il est moins facile de dévoiler certains désirs inavoués qui pourraient être mal compris. Si ce partage est au service de la complicité et de l'amitié conjugale, oui, mais certains fantasmes peuvent être source de malaise. Tout est une question de bon sens. Il faut écouter son sens commun. Est-ce que nos fantasmes, c'est la grande question, sont une invitation à les réaliser ? Non, penser que le fantasme est une invitation à passer à l'acte dans la vie réelle est une erreur. Penser est une chose, le faire en est une autre. C'est pourquoi comprendre le message du fantasme me semble essentiel. En revanche, nous pouvons, pour certains fantasmes, en effectuer une réalisation partielle. Je prends par exemple le fantasme de fusion ou de dévoration. Manger l'autre pour de vrai est tout simplement interdit dans notre société. Heureusement. En revanche, le dévorer de baisers peut être franchement érotique. Faire l'amour dans un parc public est également interdit. Mais faire l'amour la fenêtre ouverte, en étant sûr que personne ne pourra nous voir car nous serons au 3e étage, etc., peut amener un peu d'excitation, comme si la rue, l'extérieur, par la fenêtre ouverte, pouvait s'inviter dans notre intérieur. Oui, c'est vraiment une question de bon sens. Et dernière question, fantasmer sur une autre personne, est-ce déjà tromper ? Si je fantasme sur une femme ou un homme que je ne connais pas, ou sur une personne connue, cela vient peut-être me parler de mon narcissisme. Et je peux essayer de comprendre pourquoi j'ai besoin de fantasmer sur une femme très belle, probablement pour me certifier que je suis très beau. En revanche, si je fantasme sur la voisine, c'est plus embêtant. Si j'entretiens le fantasme, ça l'est encore plus. Et si je me complais dans ce fantasme, je prends le risque de me retrouver un jour dans ses bras. C'est pourquoi, d'une certaine façon, nous sommes responsables de ce que nous faisons de nos fantasmes et nous pouvons agir sur eux, essayer de les comprendre avant de nous retrouver dans des situations embarrassantes. Encore une fois, le fantasme n'est pas la réalité. Et même si la libération sexuelle qui caractérise notre société nous pousse parfois à les écouter, le retour à la réalité peut être décevant, parfois triste, et tout le monde souffre. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram et la page Facebook des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.